Mesdames, Messieurs, Maître Carlos Ngwapichi Ngamashi, chercheur en criminologie et en droit, c'est notre invité de cette édition spéciale Droit pour tous. Avec lui, nous allons parler de la responsabilité civile du magistrat face à ses actes. Donc, on parle des jugements, des arrêts, des ordonnances, des procès-verbaux. Nous allons aussi aborder avec lui les questions des pratiques de visa instituées par les chefs des juridictions dans les cours et tribunaux, des mécanismes de contrôle ou peut-être une forme de corruption. Bonjour, Maître. Bonjour madame. Alors bienvenue sur le plateau de Justicia TV. Et s'il vous était demandé comme ça d'entrée de jeu de faire un peu un état des lieux sans passion du fonctionnement de la justice à ce jour. Merci madame pour la question. D'ailleurs je vais rectifier mon nom, c'est pas Ngamashi, c'est Ngwamashi. Ngwapichi Ngwamashi plutôt. Alors faire un état des lieux en quelques minutes de notre justice, vous savez, c'est pas facile. Mais d'emblée déjà il faut noter que notre justice aujourd'hui est en train de fonctionner avec ses réalités, que peut-être nous aurons le temps de pouvoir décortiquer avec le temps. Mais sinon, comme il est du principe que c'est la justice qui est l'évination, vous serez d'accord avec moi que la façon dont la justice est en train d'être rendue dans notre pays ne permet pas à ce que notre nation soit vraiment élevée ou soit développée. Donc il y a beaucoup à faire. Alors c'est ces réalités justement qui nous poussent à évoquer avec vous cette problématique des pratiques même constatées, c'est-à-dire qu'il s'agit de la responsabilité civile du magistrat. Cette problématique, effectivement, selon certains justiciables, et vous êtes déjà chercheur, c'est indissociable avec les fonctions des jugés. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut parler de cette responsabilité civile du magistrat et dans quelle situation? La responsabilité civile peut être définie d'abord comme une obligation qu'a une personne de réparer le préjudice ou les dommages qu'il cause à autrui. Alors, s'il faut parler de cas des magistrats, oui, ce sont des humains. Ils arrivent aussi à poser des actes qui peuvent être susceptibles de causer dommages ou préjudice à autrui. Alors, dans les cas de magistrats, vous avez évoqué le jugement, les ordonnances, les arrêts et les procès-verbaux qui sont censés on parle d'un contexte spécial où le magistrat agit dans l'exercice de ses fonctions. Tout à fait. Le magistrat, donc, la définition n'est pas... Non, en fait, dans les cas d'espèce, lorsque nous parlons des magistrats, il agit à travers les jugements qu'il rend, ou l'arrêt ou les ordonnances. Ils sont responsables de leurs actes. Mais la seule différence, c'est que le magistrat, c'est un préposé de l'État. Lorsque vous allez dans un procès de prise à partie, par exemple, vous verrez qu'on poursuit le magistrat et on poursuit l'État comme civilement responsable des actes que le magistrat pose. Mais il peut se faire à ce que l'acte que le magistrat a posé, il est allé au-delà de la responsabilité normale qui pouvait être imputée à l'État congolais et il doit répondre. Et donc, nous avons des cas, par exemple, où on poursuit un magistrat au pénal et il est condamné pour payer les dommages et intérêts par rapport aux actes qu'il a posés. Dans d'autres pays, en France par exemple, ce débat a déjà évolué parce que c'est l'État congolais en tant que préposé qui paye pour le compte de ces magistrats qui commettent des fautes lourdes. Encore qu'il faudrait savoir définir cette faute aussi, maître. Tout à fait. En fait, dans les cas, par exemple... On est dans un pays où la démocratie est encore jeune. J'ai évoqué le cas de la prise à partie. La prise à partie, c'est lorsque un magistrat rend une décision qui est entachée de dol. Alors, la partie victime de ces dols peut saisir la Cour de cassation, solliciter la condamnation du magistrat pour dol et la République qui est son civilement responsable parce que c'est le magistrat qui est le préposé de l'État. Alors là, dans ces cas-là, effectivement, c'est l'État ou la République qui engage la société civile. Si vous permettez que j'avance, mais il peut se faire. Il y a des cas où on poursuit le magistrat lui-même pour l'acte qu'il a posé. Parce qu'il y a des magistrats qui peuvent commettre une infraction, le cas de faux en écriture dans ces jugements, il peut être poursuivi, condamné au pénal et il est condamné aussi au dommage intérêt par rapport, disons, au préjudice qu'il a causé. La partie civile peut obtenir la réparation. Le souci de nos justiciables est de comprendre via vous, parce que vous avez quand même 16 ans de pratique, c'est pas peu. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes sûr que si on engage la responsabilité d'un juge, vous savez bien qu'il faudrait un autre juge pour... essayer de le réprimander en cas de faute et est-ce que les loups peuvent se manger entre eux? Oui, en tout cas, moi... Dans la réalité, en République démocratique. En tant que praticien, je vous dirais, je peux avoir plusieurs 4-5 jugements où les magistrats ont été condamnés par la Cour de cassation. Donc, les principes selon lesquels les loups ne se mangent pas entre eux, oui, ça s'applique, mais il y a aussi des cas isolés qui se justifient où il y a des magistrats qui sont en prison, qui sont condamnés
au pénal et puis condamné pour la réparation du préjudice qu'il cause. Est-ce que l'État paye? L'État paye, oui, bien sûr. L'État n'a jamais, en tout cas, Justicia n'a jamais couvert un dossier où l'État congolais a payé un justiciable. Il faut peut-être s'informer davantage parce que lorsque l'État est condamné comme civilement responsable, vous allez suivre la procédure normale pour obtenir le paiement. Alors, vous savez aussi que l'absence de la responsabilité conduit quand même à l'impunité. La procédure pour arriver même à l'arrestation d'un magistrat est tellement lourde. Tout à fait. Là aussi, il faut relever ces cas-là que la procédure n'est pas facile. Et beaucoup n'aiment pas le faire parce qu'ils vous diront les loups ne se mangent pas entre eux. Mais il y a quand même des gens qui se disent courageux et qui initient des procédures pour aboutir à la condamnation. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est un problème purement juridique, un problème de texte? Parce qu'il s'agit de trouver quand même un compromis entre cette indépendance tant voulue de la justice et la responsabilité de ces acteurs, non? Je ne dirais pas que c'est un problème de texte. Les lois existent, mais c'est le problème de l'application. Donc, ça signifie qu'il faut d'abord tenter. Et ceux qui tentent, ils arrivent à obtenir des résultats, soit ils sont dégoûtés, soit ils obtiennent gain de cause. Voilà. Et vous-même, vous recommandez à vos clients de tenter? En tout cas, vous savez, l'avocat est le maître de la procédure. Ça signifie que les clients viennent avec son dossier. Lorsque je me rends compte que le magistrat n'a pas bien dit le droit, je sais comment l'orienter. Donc, je peux facilement dire, voilà, par rapport à ces dossiers, on peut initier une action à prise à partie, une action disciplinaire, soit on va au pénal. Donc, c'est à moi de décider sur la procédure, puis s'il est convaincu, on y va. On parle quand même de texte parce qu'en droit comparé, en France, par exemple, il y a quand même déjà un code d'organisation judiciaire qui précise même les montants en cas de faute, combien l'État devrait payer pour des dommages engagés par la faute d'un magistrat. Mais ici, on n'en est pas encore là. Donc le débat est encore un peu à un niveau où on essaie encore de comprendre la faute. Tout à fait. Chez nous, c'est laissé à l'appréciation du juge. Ce qui n'est pas normal d'ailleurs. Non, c'est normal parce que le juge est souverain. Donc, vous venez vous démontrer les degrés de la faute, la grandeur. Et le juge apprécie au regard des éléments à sa disposition et il vous alloue les dommages intérêts. Voilà. Mais aujourd'hui, les fautes causées par exemple par le dysfonctionnement même de la justice, est-ce que ça devrait être imputé par l'État ou bien les justiciables devraient comprendre qu'il s'agit d'une situation... Alors, sur cette question-là, il faut dire que l'État a une part de responsabilité. Parce qu'aujourd'hui, on peut beau critiquer le magistrat, ils ne font pas bien leur travail, mais est-ce que ces magistrats sont dans les bonnes conditions pour travailler? C'est aussi une part pour l'État. L'État devrait aussi avoir une part de responsabilité dans ces dysfonctionnements. Donc voilà, de part et d'autre, il y a des points à relever ou à critiquer. Vous avez parlé tantôt de la procédure de prise à partie, d'ailleurs qu'un justiciable devrait de temps en temps utiliser, mais quelle est la validité juridique de cette procédure si ça n'aboutit peut-être à rien? Ah, voilà. Donc, lorsque vous initiez une procédure de prise à partie devant la Cour de cassation, d'abord, il faut définir la procédure. C'est quoi la prise à partie? La prise à partie, c'est lorsque un magistrat rend un jugement. Mais vous vous rendez compte que la motivation utilisée dans son jugement n'est pas légale. Donc, il a utilisé de malice. Il a utilisé les doles pour aboutir à une conclusion à l'apparence vraie. Et il vous est permis, vos victimes, d'initier cette procédure de prise à partie afin d'obtenir l'annulation de cette décision, la condamnation du magistrat pour dol, et puis la condamnation de la République comme civilement responsable. Alors la conséquence, c'est que non seulement la décision objet de dol sera annulée, sera anéantie, ne va plus produire des effets, mais aussi les magistrats s'exposent à la révocation. Parce que si vous êtes condamné à la prise à partie, vous allez à la chambre discipline, il est encore condamné, automatiquement le magistrat devient candidat à la révocation. Voilà. Aujourd'hui, vous savez bien que la lourdeur de la procédure exige que cette plainte commence à être statuée à la Cour de cassation, ce qui n'est pas à la portée de tous pour ceux qui sont en province, mais également les avocats. Ce n'est pas n'importe quel avocat qui devrait aussi défendre un client pour ce genre de cas. Donc tout est mis en place au fait, pour quand même protéger ce corps face à ce genre de situation. Je suis de cet avis que je pense que le législateur doit intervenir pour essayer un peu de rendre cette procédure urgente, c'est-à-dire que ça soit vraiment initié avec célérité, pour que ça donne quand même l'impression qu'elle est faite, que ça donne, comment dire, au justiciable l'espoir qu'en initiant cette procédure, je vais aboutir à une solution. Ce qui est la procédure vraiment lourde. Vous savez, on est à la Cour de cassation, ça peut prendre 1 année, 2 ans, la Cour ne se prononce pas. Alors, je pense que le législateur doit vraiment revenir sur ça et essayer de modifier la loi
portant devant la Cour de cassation en rendant cette procédure urgente. Alors parlons un peu des pratiques de visa instituées par les chefs de juridiction. Aujourd'hui, est-ce que c'est une pratique légale? Est-ce que la loi organique du 11 avril 2013 autorise cette pratique? Merci madame pour la question. Alors j'ai écrit plusieurs fois aux autorités du pays. J'avais adressé une lettre ouverte pour démontrer que cette pratique n'était pas légale. Parce qu'aujourd'hui, vous venez d'évoquer la loi organique portant organisation et fonctionnement de gestion de l'ordre judiciaire. Aucune disposition, je dis bien aucune, ne parle de pratique. Vous le dites sans peur d'être contredit. Mais non, mais j'attends, si un contradicteur, il peut venir. Donc, il n'y a aucune disposition qui prévoit la pratique des visas. La pratique des visas, aujourd'hui, ça va totaliser, je crois, des décennies. Ça veut dire quoi, cette pratique? Voilà, je vais arriver. En fait, c'est une pratique qui consiste au chef des juridictions d'avoir un œil regardant sur toutes les décisions qui doivent être prononcées. Alors, d'abord, premièrement, je dis, c'est une pratique qui n'est pas prévue par la loi. C'est une circulaire, je crois bien, du premier président de la Cour de cassation, qui avait estimé qu'on devait instaurer cette pratique pour pouvoir encadrer les nouveaux magistrats qui arrivaient dans la magistrature. Mais sinon, sur le plan légal, vous ne trouverez aucune disposition légale. Alors, ça signifie quoi? Ça signifie que lorsque vous plaidez une affaire, l'affaire est prise en délibéré, le juge, la composition qui a siégé lors de la plaidoirie, ne peut pas prononcer ces jugements-là sans le paraphe du président du tribunal. En réalité, c'est un paraphe. Donc, c'est-à-dire, vous prenez le dossier avec le projet, vous allez déposer auprès du président, le président va lire les dossiers, et c'est là, en violation du secret des délibérés, qui est prévu par l'article 41 de la loi sur ce et il met les paraphes. Il vous autorise d'aller prononcer. Donc, s'il ne les fait pas, vous êtes bloqué, vous ne pouvez pas prononcer. Là, vous contestez même le rôle d'un chef de juridiction, ou alors vous ne connaissez pas le rôle d'un chef de juridiction. Alors, bonne question, madame. Vous savez, nous parlons de la justice. Lorsqu'on parle de la justice, ça signifie que toutes les décisions qui doivent être rendues, tous les actes qui doivent être posés doivent être conformes à la loi ou à la Constitution. Alors, imaginez-vous, on parle d'un chef de juridiction qui a des attributions bien précisées, bien déterminées. On ne parle pas du paraphe ou on ne parle pas du visa. Dans ces attributions, il y a aussi le sous-entendu de contrôler ce que font les magistrats qui sont sous son ressort. C'est tout à fait logique. C'est un corps fortement hiérarchisé, vous le savez. Je ne suis pas d'accord avec ça parce que lorsque vous lisez l'article 150 de la Constitution, alinéa 2, on dit que le magistrat n'a une seule autorité, qui est la loi. Donc, le magistrat est indépendant. Il n'a pas de... Surtout au tribunal, les juges n'ont pas de hiérarchie. La hiérarchie du juge, c'est la loi. Donc, les pratiques ou la pratique de visa instaurée par les chefs de juridiction est illégale. Alors, qu'est-ce qui vous dérange, maître? En fait, ça ne nous dérange pas. C'est l'illégalité qui nous dérange. Alors, vous parlez du contrôle. Ce n'est pas un contrôle. Parce que vous ne pouvez pas contrôler quelqu'un qui est indépendant dans sa mission de dire les droits. Nous venons de parler de la prise à partie ici. Mais vous verrez que ces juges-là, ce président-là qui a assuré le contrôle, mais ne sera pas pris à partie parce qu'il ne va pas signer les jugements. Ce sont les 3 juges qui ont siégé qui vont aller répondre des actes qu'ils ont posés. Mais peut-être que lors de ces paraphes-là, les chefs de juridiction ont même orienté autrement les jugements. Ça, c'est ce que vous dites. Est-ce que vous avez... C'est ce qui s'est fait dans la pratique. Mais il faut souligner une chose. Il y a ce qu'on appelle des plénières. Les plénières sont organisées par les cours et tribunaux pour discuter sur des questions de droit difficiles. Et justement, c'est justement cette plénière qui sous-entend le visa du chef de juridiction qui a le droit de veto. C'est tout à fait logique. J'ai évoqué ici ce qu'on appelle les secrets des délibérés. Les secrets délibérés veut dire que seuls les juges qui ont participé au débat sont censés connaître les fonds du dossier jusqu'au prononcé. Pas des tierces personnes, président du tribunal ou de la cour soit-il. Vous n'avez toujours pas répondu à ma question sur le rôle d'un chef de juridiction. Les chefs de juridiction ont des rôles qui sont définis par la loi. Il a ses attributions. Les contrôles des jugements, ce n'est pas dans ses attributions. Il est président du tribunal au même titre que les autres juges. Il n'a pas des ordres à donner au juge parce que le juge est indépendant. Voilà, ça doit être clair. Alors, lorsque un juge reçoit les ordres d'un tribunal, d'un président du tribunal, vous n'êtes plus juge. Vous perdez votre qualité de juge. Vous n'êtes plus indépendant. Vous ne servez plus à rien. L'indépendance de la magistrature suppose aussi cette indépendance d'esprit vis-à-vis des tierces personnes. Il ne s'agit pas de l'anarchie dans le tribunal.
Parce qu'il y a une hiérarchie. Vous êtes d'accord avec moi? Madame, ce n'est pas de l'anarchie. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de l'IG, Inspectorat général des services judiciaires pénitentiaires? C'est ce service-là qui s'occupe du contrôle des actes posés par les magistrats. Donc, vous prononcez vos jugements. Si vous les avez mal rendus, c'est ce service-là qui va s'en occuper. Ce n'est pas le président du tribunal. Le président du tribunal viole, avec ces visas-là, il viole le secret. Donc, au fait, vous estimez que cette circulaire qui instruit les visas des chefs de juridiction est en violation avec la loi? Elle est illégale. Elle est illégale plutôt, il s'agit de la circulaire. Est-ce que vous estimez qu'on devrait carrément retirer cette circulaire qui vous préjudicie, vous? Moi, je pense, en fait, la circulaire, je la considère comme une norme pratique dans les cas d'espèce. Il y a une norme pratique, il y a les normes officielles. Alors que le juge n'est pas là en train d'appliquer les normes pratiques qui sont contraires à la loi. Les us et coutumes peuvent être appliqués lorsqu'ils sont conformes à la loi. Donc, tant que les secrets délibérés existent, le visa n'a pas sa place devant les cours des tribunaux. Et vous vous fondez sur quelle base légale? Mais je parlais de l'article 150 de la Constitution, qui dit que le magistrat est indépendant, qui parle de la seule autorité du juge qui est la loi. Nous parlons du secret délibéré. Donc, ce sont là les fondements. Est-ce que vous estimez que cette pratique est une forme de corruption morale aussi? Alors, j'aimerais aller en termes d'exemples ou de quelques cas que j'ai vécus. Parce que dans nos recherches, nous sommes arrivés quand même à contacter, dans un échantillon bien entendu, quelques acteurs principaux, entre autres les juges. Il y a des juges aujourd'hui qui se plaignent de ces pratiques. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il prépare son jugement. Il va les soumettre au visa. Le président du tribunal réformule ces jugements-là ou oriente ça autrement. Mais son nom ne va pas figurer dans ces jugements-là. En cas de prise à partie, c'est ces juges-là qui vont les répondre. En cas de poursuite disciplinaire, c'est ces juges-là qui vont les répondre. Ce n'est pas le président du tribunal. Alors, le juge qui se plaint par rapport à ça n'explique pas pourquoi le président a réformulé. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, il y a un problème de formation aussi des magistrats. Oui. Il y a des magistrats qui présentent des jugements qu'on appelle à double tête, où ils donnent raison à toutes les deux parties. Alors, le regard du chef de juridiction qui porte au fait la responsabilité de ce magistrat face à la hiérarchie est toujours importante. Madame, sinon c'est dans demandé de faire l'état des lieux de la justice. Depuis que cette histoire des visas existe, vous pensez que les choses sont améliorées? Non. Est-ce que si on enlève ce visa, est-ce que les choses vont s'améliorer? Alors, ici, nous sommes en train de combattre une pratique qui est déjà illégale. Tant que c'est illégal, il faut que ça disparaisse. Ce n'est pas que, voilà, est-ce que les choses vont s'améliorer. Qu'on enlève d'abord cela. Et je pense que chacun va répondre de ses actes. C'est très important. Alors, pour répondre à la question, est-ce que c'est une forme de corruption? Je dirais indirectement oui. Parce que, je vais vous donner un exemple. Vous avez l'habitude de couvrir les audiences devant les cours des tribunaux. Vous verrez que la plupart des chefs de juridiction ne siègent plus. Pourquoi ils ne siègent plus? Parce qu'ils évitent des procédés disciplinaires. Ils évitent ça, c'est des procès d'intention. Non, mais c'est ce que je vous dis. Ils ne siègent plus parce qu'ils préfèrent rester là au bureau et on va leur présenter les jugements avec paraphe. Vous pensez non, ils sont souvent présidents des chambres, mais ils se font représenter. C'est ce que j'ai dit. Oui, lorsque vous faites représenter, c'est celui-là qui vous représente qui engage sa responsabilité. Mais pourquoi ils ne siègent plus? Parce que nous, lorsqu'on a commencé la profession vers 2007-2008, on voyait des professeurs et des présidents, comment il s'appelle encore, Sibou. Ils siégeaient chaque mercredi, on les voyait là. Mais aujourd'hui, ces gens ne siègent plus. Pourquoi ils évitent de siéger? C'est parce qu'ils ont peur de la prise à partie. Ils préfèrent rester là-bas parce qu'ils savent que mais leur nom figure toujours dans les minutes des jugements. Non. Les jugements ne portent que les noms des membres qui ont siégé. Pas le président, bien qu'il a mis son paraphe là-bas. En réalité, c'est un droit de veto. Voilà. Maître, est-ce que vous n'êtes pas en train juste d'interpréter en votre manière justement ce principe du visa lancé par les praticiens de droit, par les chefs de juridiction en leur faveur, justement? Madame, en réalité, l'idée n'était pas mauvaise. Parce qu'on estime que le magistrat qui vient d'arriver, qui vient d'être nommé magistrat, doivent être encadrés. C'est bien. Mais maintenant, il devait tenir compte d'un aspect. L'article 41 de la loi organique portant organisation et fonctionnement des gestions de l'ordre judiciaire, qui consacre les secrets des délibérés. Alors, lorsque vous parlez de l'encadrement,
lorsque vous parlez de l'uniformisation de la jurisprudence, c'est bien, c'est pas mauvais. Mais tout ça, ça peut se faire dans un cadre bien défini, plénière. Il y a les plénières qui sont prévues. Ça signifie quoi? Il y a une question, vous avez pris une affaire en délibéré, il y a une question qui se pose qui apparaît délicate. Vous pouvez demander au président du tribunal de convoquer la plénière et vous soumettez la question sans révéler les contenus du dossier. C'est ça le secret de délibéré. Donc nous sommes à ce niveau-là. On a créé une école de la magistrature. Est-ce que le secret de délibéré ne concerne pas justement que les magistrats qui sont concernés dans cette juridiction? Tout à fait. C'est ce que je dis. Non, non. Ça pas concerne les justiciables et les personnes... Ça ne concerne que le magistrat qui ont siégé dans l'affaire. Pas des tierces personnes. Même le président de la République n'a pas droit de jeter un coup d'œil là-bas. C'est ça le secret de délibéré. Justement, la pratique des visas évite justement les procédures de prise à partie contre les magistrats véreux. Parce qu'au moins, il y a un œil contradictoire pour donner un avis. Et, mais par contre, lorsque vous allez à la Cour de cassation, vous verrez les registres, c'est plein. C'est plein d'affaires. Donc, c'est un peu ça. Alors, je disais que l'idée n'était pas mauvaise, mais il pouvait bien formuler cela autrement. Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez faire vos enquêtes, parler avec les juges sous l'anonymat, ils vous diront qu'effectivement, ils en souffrent. Ils en souffrent. Voilà. Ils souffrent de la hiérarchisation de leur corps. Bien sûr, de l'interférence et puis des injonctions que leur chef leur doit. En fait, pour vous, l'idée n'était pas mauvaise, c'est les abus qui sont autour, voilà. Qui ont été... Ils ont maintenant transformé cela autrement. Ils en ont profité. Alors, en tant que chercheur, est-ce que vous êtes parti de 2 cas pour aboutir à une telle conclusion? Tout à fait. Je vous avais dit, nous avons, il y a un échantillon qu'on a essayé d'interviewer, entre autres des magistrats, des juges, mais qu'on ne peut pas citer les noms ici. Alors, je vais vous donner un cas. Nous sommes dans la province de l'Itourie. Je préfère dire ça de manière générale comme ça. 3 juges prennent l'affaire en délibéré. Lors du délibéré, il y a un qui est minorisé, mais qui est convaincu de sa position. Il dit, cette position est légale. Moi, je ne veux pas suivre les autres. Alors là, la loi oblige à ce que le parti aille dans un procès verbal pour manifester les positions lorsqu'il y a opposition. Et ces 3 juges ne se sont pas convenus. Le président était avec les 2 autres. On a minorisé leurs collègues. Il a donné sa position sur le procès verbal. Lors de la prise à partie, le magistrat a été sauvé. Parce qu'au moins, sa position était connue dans un procès verbal. Des cas comme ça existent. Ici à Kinshasa, et un juge nous dit, écoutez, il a connu une affaire, l'affaire est prise en délibéré. Il s'est fait que la débitrice qui était poursuivie était la nièce du président du tribunal. Il prend l'affaire en délibéré, c'était une saisie attribution. Il dit, selon tous les éléments à ma possession, je dois confirmer la saisie. Le président lui dit, vous devez lever la saisie. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il fait plaisir à son chef. Il présente les projets de l'ordonnance avec sa position où on levait la saisie. Le président a mis le visa. Il est revenu là récupérer sa position à lui. Et il a prononcé sa position en maintenant la saisie. Alors, dans ce cas, le magistrat a été interdit. Il a été interdit. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas obéi à l'ordre qui lui a été donné, illégal soit-il. Alors, qu'est-ce qui se passe par après? Le magistrat est interdit, il n'est plus aligné aux audiences. C'est ce qui se passe, parce que les juges ont peur. Les magistrats aussi ont le pouvoir de dénoncer, ils ont leur syndicat. Donc, s'il ne l'a pas fait, il sait pourquoi. Bon, en fait, là, nous sommes dans le cas des recherches. Alors, il nous dit, il n'était plus aligné aux audiences. C'est pourquoi la plupart des juges n'aiment pas dénoncer leur chef, n'aiment pas désobéir aux ordres illégaux qu'ils reçoivent de leur chef, parce qu'ils seront plus alignés aux audiences, ils vont plus siéger, ils vont rester à la maison. Voilà. Maître Carlos, la qualité des décisions judiciaires rendues durant les 5 dernières années, mais également la qualité des enseignements dispensés dans les universités de droit pousse toujours l'État, qui est leur préposé, à doter d'un pouvoir un peu plus exagéré à un chef de juridiction pour avoir un regard sur ce que fait ces nouveaux recrues dans la magistrature. Sinon, c'est l'image de la justice qui est écorchée. Est-ce que vous allez partir de 2 ou 3 cas isolés pour combattre une pratique qui pourrait peut-être sauver justement l'image de la justice? Non, nous sommes en train de lutter contre cette pratique parce qu'elle est contraire à la loi. Point. Donc, on ne cherche pas le midi à 14 h pour démontrer, voilà, c'est un cas isolé que vous avez relevé. Si les cas étaient prévus par la loi, on allait se soumettre, madame. Alors, tant que la loi est claire, vous devez l'appliquer. Alors, moi, je me pose une question. Comment quelqu'un
qui n'a aucun intérêt. Il sait bien que voilà ce que dit la loi, mais il fait le contraire, sans intérêt. Vous trouvez ça normal? Il trouve un intérêt quelconque, il trouve un intérêt dans cette histoire-là, c'est pourquoi il continue à appliquer cela. Donc là, vous soulevez le débat des conditions sociales des magistrats, parce que s'ils étaient mieux payés, ils n'auraient peut-être pas ce souci des droits de Là, c'est un aspect des choses. Oui. Je suis toujours de cet avis que l'État congolais doit prendre ses responsabilités pour mettre les magistrats dans les bonnes conditions. Non seulement salariales, les conditions de travail aussi. Je ne sais pas si vous allez faire un tour au niveau du tribunal de grande naissance d'Enjili. Il me semble, à un certain moment, il siégeait sous les arbres parce qu'il y avait un incendie là-bas. Et ce n'est pas normal, nous sommes en pleine capitale. Donc l'État a une part importante de responsabilité par rapport au dysfonctionnement de la justice. Alors, quelles sont les conclusions que vous tirez de tout ça, de ce que vous avez fait comme recherche? Alors, les conclusions, nous sommes toujours en train de continuer à mener nos recherches. Déjà, par rapport à la question des visas, nous avons déjà émis notre avis que les magistrats, les juges doivent refuser d'obtempérer à ces pratiques des visas. Parce que, en cas de poursuites disciplinaires, en cas de prise à partie, ils sont seuls devant. Mais le refus d'obtempérer est de l'insubordination aussi. Donc, non. Lorsqu'on refuse d'obtempérer un ordre manifestement illégal, on n'est pas coupable. Voilà. Donc vous voulez ôter aux chefs de juridiction un peu de leur... Ils ont leurs attributions que nous respectons, qui se contentent de cela. Maître Carlos, on espère que vous allez être entendu. Sinon, quelles sont les autres voies que vous avez prévu faire pour vous faire entendre au plus fort? Alors, dans les cas d'espèce, vous savez, nous avons dénoncé, c'est notre devoir en tant que citoyen. Vous acceptez un contradicteur par rapport à cette question? Avec plaisir, avec plaisir. Donc, nous avons fait notre part des responsabilités, quitte aux autorités qui vont nous suivre, à ceux qui vont nous lire, de pouvoir prendre les responsabilités. Alors, en conclusion, est-ce que vous pensez que si vous arrivez à être écouté, qu'on supprime cette pratique des visas instaurés dans les causes et tribunaux, comme vous estimez que c'est une pratique illégale, est-ce que la justice serait vraiment au beau fixe? Vous savez, dans les rêves ce sont des œuvres humaines qui ne seront jamais parfaites, mais je pense déjà... Vous avez pensé à l'anarchie après? Oui, c'est ce que je dis. Non, il n'y a pas d'anarchie, parce que les juges, ce sont des majeurs, madame. Ce sont des licenciés en droit. Alors, je vais ouvrir une brèche. Je pouvais comprendre que la pratique des visas, illégale soit-elle, pouvait s'appliquer d'une manière ou d'une autre devant les tribunaux de paix. Madame, vous savez que devant la cour de cassation, devant les cours d'appel, il y a la pratique des visas. Alors, pour arriver à la cour d'appel, on peut déjà estimer que vous pouvez avoir au moins 9 ans ou 10 ans de carrière. Vous pensez que ces papas-là sont incapables de rédiger un jugement sans faute? Vous pensez que les 3 juges qui siègent sont moins intelligents que le président du tribunal? Il ne s'agit pas d'une question d'intelligence, il s'agit d'une probité morale. Oui, mais non. Tout simplement. La probité, ce n'est pas dans les jugements, c'est l'intelligence. Vous devez bien maîtriser les dossiers. C'est justement ce qui fait la qualité du jugement. Tout à fait. Nous disons presque la même chose. Donc, j'ai dit parce qu'on estime qu'on doit encadrer les magistrats. C'est ça la motivation des visas. On doit faire les suivis des décisions qui sont rendues par les cours et tribunaux pour uniformiser la jurisprudence. Je suis tout à fait d'accord. Mais vous pensez que 3 juges sont moins intelligents que le président lui-même, parce que c'est à lui-là d'encadrer les papas de la cour d'appel. Et si vous étiez chef de juridiction, vous? Moi, je suis légaliste. Je laisserai mes magistrats, je laisserai les juges travailler en toute indépendance, sans interférence. Prenons l'exemple, c'était dans votre maison, où tout le monde faisait ce qu'il veut, l'épouse, les enfants, sans passer par vous. Non, mais vous savez, vous sentirez comment? Dans chaque maison, il y a toujours un règlement d'ordre intérieur. Il y a des ordres que vous devez suivre, vous devez respecter. Donc la liberté de l'un, c'est limite là où celle de l'autre commence. C'est logique alors au niveau de la magistrature. Vous supportez que ça soit un corps hiérarchisé? Oui, non. J'ai dit les juges ont une seule hiérarchie. C'est la loi. Je peux comprendre à la limite le parquet qui n'est pas indépendant. Mais vous savez qu'au parquet, il y a aussi un autre aspect. Les magistrats du parquet bénéficient de ce qu'on appelle la parole est libre, mais la plume est serve. Donc, le chef peut lui donner l'ordre, va faire ça. Mais s'il est convaincu ou s'il n'est pas persuadé de ce que le chef lui dit, il va appliquer ce principe-là. À plus forte raison, le juge. C'est justement pour ça qu'il y a des plénières dans les... Voilà. C'est pourquoi j'ai dit, rentrons dans les plénières, allez-y encadrer les magistrats que vous estimez moins intelligents, je ne sais pas, allez-y les encadrer là-bas. Parce que j'estime qu'ils sont des juges intelligents, qui sont capables de maîtriser les dossiers
et ils sont en mesure de bien dire le droit. Donc, au fait, vous imputez tout ce qu'il y a comme problème de la justice dans les rendus des décisions, et la lenteur dans les prises en délibéré par cette pratique de visa, indirectement. D'ailleurs, là, vous venez de relever un point. Imaginez-vous, vous êtes dans un tribunal où vous avez 60 magistrats, 60 juges. Donc, tous ces juges-là ont des dossiers pris en délibéré qui doivent être déposés auprès du chef. Les juges ont déjà 30 jours en matière civile pour se prononcer. Il prend les 30 jours, il va déposer les dossiers auprès de son chef. Vous pensez que ce chef-là aura le temps de lire tous ces dossiers-là dans les délais et puis permettre aux magistrats de se prononcer dans les délais? C'est l'une des causes des cas qui traînent devant les cours des tribunaux. Vous trouvez un dossier pris en délibéré, ça fait 6 mois, on ne se prononce pas. Alors, lorsque l'avocat va vous sommer, vous dit, bon, celui-là, non. Il est dans ses droits. Et que faites-vous des accusations selon lesquelles c'est plutôt ces attentes pour pousser aux justiciables de contacter les membres? Oui, dans cette histoire des dysfonctionnements de la justice, il n'y a pas que les magistrats. La faute est partagée. Elle est partagée. Même au niveau de votre profession. Les avocats, les justiciables et les magistrats, c'est nous qui sommes à la base de ce qui arrive aujourd'hui dans notre justice. Ce sont les avocats et les justices qui amènent de l'argent auprès des magistrats. Ce sont les avocats qui vont corrompre les magistrats. C'est connu de tous. Et moi, j'ai toujours dit aux magistrats une chose. Un avocat qui vous amène de l'argent, un justiciable qui vous amène de l'argent, dans vos cours et tribunaux, vous avez des inspecteurs. Faites intervenir l'inspecteur, il va constater les cas. Et puis, on arrête le monsieur, il sera jugé en flagrance. Un magistrat qui est sous-payé, pensez-vous qu'il pourrait gérer un dossier de plus de 2 millions de dollars? Madame, en France ou dans d'autres pays, les magistrats ne sont pas payés 1 million. Lorsqu'on ne peut pas devenir riche tout en étant magistrat, tout en étant fonctionnaire. Là, c'est clair. Vous voulez devenir riche, allez-y faire des affaires. Venez au barreau, parce que là, c'est une profession libérale. Mais vous êtes magistrat, vous êtes fonctionnaire de l'État, vous êtes agent de l'État, vous ne devez pas prétendre devenir millionnaire ou riche. Alors, est-ce que dans votre dénonciation, vous avez pensé aussi à ceux qui pourraient en profiter pour faire une rébellion au sein de leur profession? On parle des magistrats, parce que vous avez parlé... Non, je ne pense pas qu'il soit de la rébellion. Je pense que nous sommes de réveiller la conscience des gens. Les faire voir qu'écoutez, vous avez des droits à sauvegarder, vous avez des obligations également, mais dans les cas d'espèce, constatez que la pratique telle qu'elle est instituée n'est pas conforme à la loi. Donc, refusez d'obtempérer à ces ordres. Alors, en conclusion? En conclusion, je dirais que je pense que les juges vont nous suivre. Ce sont de grands messieurs, très respectueux, intelligents, et donc qui se réfèrent à la loi. À chaque fois qu'ils ont une affaire en délibéré, ils n'ont pas à se référer à leur chef du tribunal ou de la cour pour obtenir un visa. Ils doivent se prononcer parce qu'ils sont souverains. Et l'article 150 de la Constitution, à son alinéa 2, dit le juge n'a qu'une seule autorité, qui est la loi. Il y a une circulaire qui existe qu'on devrait d'abord retirer. Une circulaire illégale ne peut pas être exécutée dans les cas d'espèce. Merci beaucoup, Maître Carlos Ngouapichi Ngouamachi. Cette fois, c'est bien prononcé. En effet, oui. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes chercheur en criminologie et en droit. Et merci d'avoir accepté de répondre à cette invitation de Justicia Télévision. C'est moi qui vous remercie, madame. Et bonne suite des programmes sur nos antennes.